Bonjour à tous. Donc je suis depuis 2 ans au secrétariat général pour la modernisation de l'action publique. Je vais dire SGMAP dorénavant parce que c'est relativement long. C'est une structure donc rattachée au service du Premier ministre qui a vocation à appuyer et à accompagner la modernisation de l'État. Je vais passer assez vite sur le SGMAP. C'est 180 agents aujourd'hui, j'ai marqué 170, mais c'est 180 agents qui sont à la fois donc, des consultants en organisation, des spécialistes de la donnée, des informaticiens, donc une culture très vaste, avec aussi des gens qui font de l'évaluation des politiques publiques. Donc un très grand champ d'activité. En fait, on le voit ici. Voilà, c'était... Pardon. Je vais un peu vite. Donc en fait, j'ai la chance d'être rattaché au directeur de cabinet, ce qui n'était pas le cas au départ. Au départ, en fait, la fonction de veille, avant que j'arrive, était rattachée à la mission soutien. Et puis, le directeur de cabinet a compris l'enjeu, l'intérêt d'avoir un veilleur au plus près de la stratégie. Et donc, il a fait monter cette fonction auprès de lui, ce qui permet de bénéficier de toutes les informations de la direction et aussi de bénéficier des informations qui viennent de l'ensemble des services. C'est-à-dire qu'on a une crédibilité aussi en interne qui permet de vraiment avoir une vue à 360 degrés de ce que fait l'organisation. Donc la veille, en fait, la veille, elle est dédiée chez nous à 3 objectifs. D'abord une veille vraiment, je dirais, micro, qui est une veille métier, les métiers que j'ai évoqués juste avant. Une veille projet, ce sont les projets que nous menons au sein de l'administration. Et partenaires, c'est essentiellement les ministères, les opérateurs qui sont raccrochés, voire les collectivités locales dans certains cas. Ensuite, il y a une veille organisation qui est l'action du SGMAP, comment elle est perçue, son environnement direct. Et enfin, une veille sectorielle qui est un peu l'agrégation des 2 veilles précédentes et qui a vocation à donner vraiment une culture de notre action, de ce que c'est que la modernisation de l'État. Parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre. C'est tellement matriciel, en fait, la modernisation, qu'il y a de l'informatique, il y a de l'organisation, il y a tellement de sujets que l'idée, c'est vraiment de donner une vision très large. Et donc, à chacun de ces objectifs, il y a un livrable spécifique que je vais vous présenter succinctement. Donc, c'est des livrables qui sont envoyés systématiquement par mail parce que les agents du SGMAP sont souvent très mobiles, ils ont des BlackBerry, donc on a fait quelque chose de très simple, envoyé par mail et lisible sur n'importe quel terminal. Donc là vous voyez la veille organisation, c'est 4, 5, maximum 6 informations envoyées tous les jours à midi et qui permet de prendre connaissance de l'actualité indispensable du SGMAP. Ensuite, il y a des alertes quotidiennes. Ça, c'est donc la veille métier, projet partenaire. Il y en a une 50aine qui partent par jour au maximum, selon l'actualité. Elle peut être thématisée, comme vous le voyez, enfin, avec des sous-thèmes. Et c'est, là on voit le numérique, c'est administration électronique, big data, open data. C'est ce dont les managers et les chefs de projet ont besoin au quotidien pour leur culture métier et pour leur culture administrative. Enfin, il y a donc l'agrégation de ces 2 produits précédents, c'est la veille hebdomadaire. Donc on retrouve un peu les thématiques que j'ai déjà énoncées. Elle est assez longue cette veille, parce qu'elle fait en général 6-7 pages, et elle a vraiment vocation à donner une culture commune à la fois aux agents du SGMAP et à la fois à nos partenaires, les ministères, pour savoir mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la modernisation de l'État, qu'est-ce qu'on a fait
Et aussi, ah oui, elle est aussi envoyée, ça c'est assez important, au cabinet du ministre, parce que les cabinets aujourd'hui, des ministères, ont besoin d'avoir une information complète. Il y aurait une fonction d'ailleurs à créer de veilleurs au sein des cabinets, hein, qui n'existe pas aujourd'hui. Et ils sont très demandeurs justement de cette information très large. Alors le dispositif de veille, très rapidement, c'est une plateforme de veille mise à disposition par le ministère de l'économie, qui s'appelle, en fait, le logiciel s'appelle Ami Software. C'est un logiciel très riche, très puissant, qui permet donc d'assurer la collecte, la sélection des informations, leur catégorisation, la diffusion. Enfin, ça couvre l'ensemble du processus. Cet outil a un défaut, c'est qu'il n'assure qu'une collecte par 24 heures, ce qui ne correspond pas du tout à la périodicité dont on a besoin. Donc en fait, pour enrichir cette plateforme, on a pris un agrégateur gratuit, Feedly, qui permet en fait d'agréger donc plein de fils RSS. Je passe assez vite parce que ça sera présenté plus précisément ensuite par les intervenants à venir. Et donc ça me permet en fait d'avoir une mise à jour au fil de l'eau. Plus différents outils sur lesquels que je ne présente pas non plus parce qu'on en reparlera, qui permettent d'alimenter Feedly en plus des sites auxquels je suis abonné. Voilà un peu une vision schématique en fait, de la veille. J'ai rajouté Twitter que j'utilise uniquement dans les moments vraiment où l'actualité est très chaude. Genre remaniement ministériel, ce genre de choses. Sinon, ça me prend trop de bande passante. Je ne peux pas traiter Twitter en plus. Et les fils RSS sont suffisamment réactifs pour ma part. On parlait tout à l'heure de temporalité. Moi, ça me suffit. Et donc en fait, Twitter, c'est vraiment de temps en temps. Les flux RSS, j'en reçois beaucoup. Et pour dédoublonner une bonne partie de ces flux RSS, j'utilise Yahoo Pipes, qui permet déjà de faire un premier tri. Bien sûr, Ami Software me ramène chaque jour un certain nombre d'articles automatiquement par la collecte. Sur l'ensemble de ces documents collectés, en fait, je retiens par chaque semaine environ 100 à 150 articles qui vont être rediffusés. Les mêmes articles, en fait, dans la veille quotidienne, dans la veille hebdomadaire, dans les alertes. Ce sont les mêmes articles qui prennent différents canaux. Je rajoute aussi le fait que j'envoie des alertes flash, c'est-à-dire en fait que quand il y a vraiment une information très chaude, je l'envoie tout de suite au directeur de cabinet ou au directeur, le directeur de l'activité concernée, pour qu'il puisse réagir parce que ça nécessite, il va être appelé par le cabinet du ministre rapidement et donc il faut le briefer tout de suite pour qu'il puisse prendre les devants. Alors, les sources d'information que j'utilise, enfin les sources publiques que j'utilise dans le cadre de cette veille, c'est d'abord en fait, parce qu'on parle de documents, enfin de veille juridique, et en fait, ce qui est important, c'est que la veille juridique, c'est d'abord pas du juridique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la communication de l'Élysée, du site du Premier ministre, des ministères, qui vont annoncer la réforme qui va venir, qui vont dire, qui vont préciser leur calendrier. Et donc ça déjà, c'est déjà un signal fort de la mise en œuvre du droit qui va suivre. Alors tous les sites, bien sûr, de ces ministères ont des flux RSS qui sont plus ou moins nombreux, plus ou moins précis. Je reviendrai dessus ensuite. Une autre source en amont du processus législatif, ce sont les consultations publiques. Aujourd'hui, de plus en plus souvent, les ministères mettent en œuvre des consultations pour associer les parties prenantes pour qu'ils puissent réagir au projet de loi et donner leur point de vue. L'ensemble de ces consultations est systématiquement rendu public via le site. Alors, c'est sur les sites des ministères, mais c'est rendu public aussi sur la plateforme Vie publique. Il y a un fil RSS dédié. Alors, sur le processus législatif lui-même, donc, en général, si c'est un projet de loi, il y a systématiquement une annonce en Conseil des ministres,
Donc il y a un flux RSS du Conseil des ministres qui permet donc de détecter que très rapidement il va y avoir un projet de texte qui va être déposé à l'Assemblée. Son étude d'impact, ça c'est très intéressant aussi parce que c'est toute l'information. Aujourd'hui c'est obligatoire de faire une étude d'impact qui va préciser quel impact financier, légal, organisationnel le texte aura quand il sera mis en œuvre. De la même façon, donc, que ça c'est disponible sur le site de l'Assemblée ou du Sénat, les propositions de loi, les travaux en commission, les discussions en séance publique, tout est aujourd'hui disponible sur le site de l'Assemblée très rapidement. Les flux RSS sont disponibles, donc il y a une page dédiée, c'est très, très précis. Il y a, je veux saluer aussi le travail donc, de Regard Citoyen qui fera une présentation tout à l'heure, qui met en ligne il y a 2 sites, Nos députés et nos sénateurs, qui suivent l'actualité du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et notamment, il y a quelque chose de très intéressant, c'est la possibilité de, sur une chaîne de caractères, effectuer une recherche et d'associer et de générer un flux RSS automatiquement. C'est-à-dire que si le sujet qui vous intéresse très précisément est abordé en commission des lois, par exemple, par un député, vous aurez une alerte. Et ça, c'est quand même très précieux. C'est-à-dire que vous pouvez identifier les prises de position de chacun des députés ou des sénateurs sur votre sujet. C'est vraiment très, 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 très riche. Juste un mot, parce que c'est Stéphane Cotin qui m'a alerté sur ce point-là. Je mélangeais les pinceaux entre études d'impact et fiches d'impact. C'est 2 choses différentes. Donc l'étude d'impact, c'est pour les lois. Et donc c'est rendu public au moment du dépôt du projet de loi. Tandis que les fiches d'impact, c'est ce qui concerne donc les ordonnances, les décrets et les arrêtés. Et ça, malheureusement, c'est disponible qu'au moment de la publication du texte. Mais normalement, vous avez déjà, de toute façon, l'esprit de la loi est déjà... la fiche d'impact, normalement, est censée couvrir ce qui sera prévu dans les décrets. Ensuite, je vais passer très vite sur le JO, parce que vous connaissez tous le JO. Juste pour dire qu'aujourd'hui, il y a des outils qui seront disponibles pour pouvoir générer un flux RSS sur le JO. Ce qui peut être intéressant, par exemple, si on croise ça avec un outil comme Yahoo Pipes, qui permet de déclencher une alerte sur un mot-clé, qui ne vous obligerait pas à suivre le JO tous les jours, si vous ne le souhaitez pas. De même pour le site des circulaires de Légifrance. Alors ensuite, en aval du processus législatif, il y a toujours l'actualité générale des sites ministériels qui permet de suivre l'activité en fait les ministères annoncent la publication des décrets, ils annoncent leur action. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses en dehors du domaine purement juridique. Et bien sûr, il y a beaucoup de choses aussi sur tout ce qui est juridique, le bulletin officiel, les avis, les analyses diverses et variées que les ministères peuvent faire sur les décisions, sur les textes. Toute une doctrine en fait, qui est très intéressante, par domaine, par ministère. Vous voyez, par exemple, le ministère des Affaires sociales permet donc, il y a un flux général, et puis des flux thématiques. Et par ailleurs, il y a bien sûr le bulletin officiel, enfin les bulletins officiels qui sont disponibles, mais par contre qui ne disposent pas de flux RSS. Ce qui va vous obliger, en fait, dans ces cas-là, à utiliser d'autres outils qui peuvent vous générer des flux RSS, comme Feed for Free par exemple, qui va vous permettre en fait de scanner la page et de vous envoyer un flux RSS dès qu'il y aura un nouveau texte qui sera, une modification sur la page. Après, il y a des sites qui vont très très loin dans la segmentation, par exemple celui de la Direction Générale du Trésor, qui propose plus de 200 fils thématiques. C'est vraiment
très très intéressant quand vous voulez suivre l'actualité d'un domaine très précis et pas vous faire noyer par l'actualité, parce que c'est une très grosse direction, le Trésor, et c'est vrai qu'on peut vite être submergé d'informations. Alors, les exemples que je prends sont vraiment, ce sont des exemples. Après, chaque ministère a mis en place tout un tas de filtres, enfin de fils RSS. Je vous les présente vraiment de façon plus anecdotique. Les principaux, on va dire. Le site de la DAGE, la Direction des Affaires Juridiques, qui est une mine d'or pour tout ce qui est relatif à la commande publique. Toute une doctrine, des avis, c'est très 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 bien fait. Pareil pour le site, le bulletin officiel des finances publiques, impôts, qui propose en fait des fils thématiques aussi. C'est une source d'information aussi précieuse. La mission d'appui au partenariat public-privé, toujours dans la sphère Bercy, qui propose des guides, la liste, enfin, les avis liés au partenariat public-privé. Le site des collectivités locales, ce qui est très intéressant aujourd'hui avec la réforme territoriale qui est en cours. On peut suivre toute l'avancée des débats voilà. Les autorités administratives indépendantes, très intéressant aussi, la CADA, la CNIL, l'autorité de la concurrence, il y en a beaucoup d'autres. J'en profite pour aussi vous signaler que souvent quand vous arrivez sur un site internet, il n'est pas facile de trouver le flux RSS. Il n'est pas toujours... soit vous avez un petit bouton RSS, ou alors des fois vous n'avez rien. Et il y a une fonctionnalité intéressante, très simple, dans Internet Explorer qui permet en fait d'identifier avec un petit picto en haut, RSS, qui vous permet de voir le flux RSS. Alors on voit aussi toujours sur l'autorité de la concurrence, pas de flux RSS, mais donc toujours la possibilité assez facilement d'en générer un avec un outil comme Fit for Free. Alors je voudrais dire un mot aussi, parce que dans le giron en fait, du SGMAP, il y a aussi, je parlais d'ouverture des données, il y a la mission Etalab, que vous connaissez peut-être, qui s'occupe donc qui est chargée d'accompagner l'administration dans l'ouverture des données. Et récemment, en fait, il y a un certain nombre de bases de données juridiques qui ont été mises en ligne, notamment les bases de Légifrance. C'est une révolution en fait aujourd'hui, parce que ces bases elles sont mises à jour quotidiennement. Et en fait, il y a beaucoup de services qui sont en train d'être construits sur la base de ces données, à l'instar de ce qu'a fait Regard Citoyen il y a peu de temps, avec la Fabrique de la Loi ou nos députés, ou avec Luxia qui va être présenté tout à l'heure, et qui permettent d'exploiter ces données et de vous créer des services de recherche et d'alerte très intéressants et qui complètent bien l'offre publique existante. Alors, les perspectives, c'est plus les perspectives pour moi en termes de veille aujourd'hui. C'est... Aujourd'hui, en fait, je couvre un champ tellement large entre les systèmes d'information, les collectivités locales, c'est extrêmement large. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment d'épuisement un petit peu, à un moment donné. L'information ne s'arrête pas, elle est de plus en plus abondante. Et donc l'idée, ce serait de passer d'une veille centralisée où je dispatche l'information à tout le monde, à une veille qui serait plus collaborative et via aussi un outil collaboratif qui permettrait en fait d'associer les experts, les managers, les spécialistes à ce processus. L'idée étant qu'en plus, c'est eux qui connaissent leur sujet, ils ont des choses à dire, ils ont des messages à passer et a priori, ils sont assez demandeurs. Enfin, pas tous, mais certains sont assez demandeurs. L'autre projet que j'aimerais mettre en œuvre, c'est aujourd'hui, je gère surtout du flux, et ce serait de consolider un peu ce flux pour créer des bases de connaissances un peu à la Wikipédia, qui permettrait de faire de tenir à jour en fait les grands dossiers. C'est un peu des dossiers documentaires en fait, et de tenir à jour un dossier pour savoir où on en est aujourd'hui
et de permettre comme ça aussi, quand on reçoit une information d'un média, du flux, de la remettre dans un contexte plus général, de la pondérer en quelque sorte. Donc ça, c'est un peu les deux grands sujets que je vise dans les mois à venir. Voilà. Si vous avez des questions. Deux questions. Ce que vous avez révélé et qui fait d'ailleurs la difficulté de vos veilles, vous avez dit, c'est finalement il n'y a pas d'uniformité de politique de publication par les sites publics. C'est-à-dire que chacun publie certains types d'informations, certains publient avec un certain type de structuration, avec certains outils nécessairement difficiles. Est-ce que vous envisagez, à je ne sais quel niveau gouvernemental, une certaine uniformisation des politiques de publication, aussi bien en termes de contenu, qu'en termes de segmentation de contenu, qu'en termes d'outils mis à disposition? Ça, c'est la première question. Et j'en fais une autre. Ça concerne les outils. Alors, c'est une question que je vais poser en amont. Vous utilisez, et je pense qu'on en parlera encore plus tard, des outils qui sont des outils, certes, partiellement ou totalement gratuits et, on va dire, en public. Est-ce que ça ne pose pas un problème de pérennité de ces outils? Alors, on ne va pas ressortir le bon vieux drame de Google Reader. Est-ce que ça ne pose pas aussi un problème d'innocuité de ces outils et de stockage des données? On pourrait évoquer aussi des problèmes comme par exemple les URL qui sont massivement utilisés et qui, moi, me paraissent poser des vraies difficultés. Et finalement, on fait plus de veille sur des liens et je me demande si on n'oublie pas de faire de la veille, ou en tout cas de la pérennisation de la conservation de l'information. Est-ce que vous conservez les informations que vous avez trouvées, peut-être de là? Ouais, je suis passé assez vite. Je suis passé, pardon. Je suis passé assez vite en fait sur cette partie-là. Effectivement, en fait, l'outil eVeille en fait permet en fait de capturer les pages de tous les liens que l'on entre. Donc on conserve, même si la page n'existe plus ensuite, on a une trace de cette page. Donc c'est pérenne. Les outils gratuits qu'on utilise, en fait, ils viennent en complément de l'outil eVeille Ami Software qu'on utilise. Leur pérennité, elle n'est jamais assurée. Néanmoins, ils permettent tous d'exporter la liste des flux qu'on suit au format OMPL. Et on peut donc très facilement dupliquer en une journée, en fait. C'est ce que j'ai fait quand on a abandonné Google Reader. En une journée, je suis passé d'un système à un autre de façon complètement fluide. Donc, sauf le jour où il n'y aura pas d'éditeur, si plus personne n'est gratuit, on passera au payant. Mais pour l'instant, on arrive à survivre. Pour la deuxième question, je passerai plutôt la question à Stéphane Cotin sur l'homogénéité de la diffusion. Oui, effectivement, c'est un vrai débat. Je rappellerai qu'il existe des référentiels généraux d'interopérabilité qu'on essaye de suivre, qu'il existe des normes que nous appartenons à l'AFNOR et on essaye de mettre au point des normes de diffusion, mais c'est très difficile de pousser le camion. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais vous avez peut-être revu pour la partie de législation depuis 15 jours l'arrivée d'identifiant uniquement. C'est une étape, moins vers l'identification pérenne et normalisée de la législation. On rêve tous d'un outil, de méthode qui permettrait d'identifier et de rendre pérenne non seulement les documents, mais les liens entre eux. C'est ça qu'il faut aussi pérenniser. Là, je reconnais que c'est du bricolage. On essaye l'information arrive en flux, on essaye de traiter déjà le flux, parce que c'est ce que nous demandent nos clients.
on gère l'immédiateté d'abord, et c'est dans un deuxième temps qu'on va gérer le stock, mais le stock, on va le stocker quelque part, mais ça pose plein de problèmes, notamment des problèmes juridiques, parce que là, on dépasse largement aussi, on dépasse largement les limites des droits de la propriété intellectuelle. Ça pose encore d'autres problèmes aussi à gérer. Je me considère comme un des plus grands voleurs de pour ça, je me refuse à faire des cours de droit de la propriété intellectuelle. J'avais une question qui revient un petit peu sur ce qui a été posé. C'est dans nos systèmes de veille, on utilise pas mal l'esprit public, et en fait, on est un peu surpris du caractère extrêmement immédiat de ces flux. C'est-à-dire que certains sites proposent des flux très intéressants, d'autres vont mieux les faire soi-même, parce que vraiment, ce qui est proposé, ça ne sert strictement à rien. Il n'existe nulle part, dans ces cas-là, je n'ai pas vu un véritable catalogue des flux publics. Et effectivement, il n'y a aucune règle, autant il y a des règles plus ou moins observées sur la réalisation des sites internet publics, il n'y a aucune règle qui semble s'appliquer à la réalisation des flux émanant des sites publics. Et ça m'étonne parce qu'effectivement, véritablement, d'un ministère à un autre, je ne parle pas des cours, là c'est un peu pire. Les autorités, c'est relativement standard, enfin, c'est relativement bien fait. Mais vraiment, c'est très très variable. Est-ce qu'il y a un progrès espéré Juste pour, parce que Stéphane a déjà dit beaucoup de choses, mais après, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il y a eu la nomination récemment d'un administrateur général des données, CDO, Chief Data Officer, qui se trouve être le directeur de la mission Etalab, et donc qui est en charge en fait de l'ouverture des données publiques pour aller dans les administrations, faire ouvrir les données qui sont mises à disposition via la plateforme data.gouv.fr, et c'est un levier important de l'ouverture des données, et on peut espérer justement une homogénéisation, une montée en qualité des données dans les mois à venir. On suit un petit peu l'actualité européenne, mais surtout, en fait, on regarde surtout ce qui se passe chez nos homologues à l'étranger. C'est-à-dire le MindLab, par exemple, en Suède, si je ne dis pas de bêtises, ou le Cabinet d'Office au Royaume-Uni. On regarde plutôt ce qui se fait en termes de réforme de l'État à l'étranger, ce qui est plus pertinent pour nous que de regarder. Enfin, la dimension européenne, après, en général, elle s'applique via les transpositions dans les textes français, et donc on est plus sous cet angle-là.